Allez, c'est parti pour un nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un document assez incroyable, un PDF intitulé L'architecture de l'âme, rédigé par Keita Kabaha, Isaac Ismaël. En fait, tout le concept de ce livre s'articule autour d'une métaphore architecturale brillante. C'est littéralement un plan de construction pour la conscience humaine. On y parle de poser des fondations, de monter des échafaudages et ouais, parfois d'accepter de tout déconstruire pour mieux rebâtir. Bref, on commence l'exploration. Dès les premières pages du PDF, on se prend une affirmation choc en pleine figure. L'homme n'est pas ce qu'il croit être. Et c'est vrai qu'on a tous tendance à s'enfermer dans une identité de surface, notre prénom, notre métier, nos opinions, tout ça. Mais la thèse de l'auteur, c'est que notre vrai soi, ce n'est absolument pas cette petite voix dans notre tête ou cette succession de pensées passagères. Non, le vrai soi, c'est l'observateur silencieux en arrière-plan. C'est celui qui regarde le film de nos pensées. Rien que ça, c'est un changement de paradigme totalement radical, non ? Et visuellement, ça donne ce plan mystique, un univers en pleine construction avec un équilibre assez dingue entre des fondations antiques, comme des pyramides, et des structures beaucoup plus modernes. Ça pose tout de suite l'ambiance. C'est exactement le genre de décor mental qu'il fallait pour introduire toute la rigueur psychologique et spirituelle du texte qu'on est en train de décortiquer. Alors, pour structurer tout ça, le manuscrit se découpe en 4 grandes phases. D'abord l'arc 1 sur la révélation, suivi de l'arc 2 sur la mémoire, ensuite l'arc 3 consacré à l'action, et on terminera bien sûr par la synthèse. On attaque donc direct avec le premier acte, la révélation, où il va falloir poser les fondations et inévitablement déconstruire l'illusion de notre quotidien. Ce travail de démolition, il commence fort avec une idée directement inspirée de Carl Jung. D'un côté, on a ce qu'il appelle la persona, notre fameux masque social. C'est un peu le visage lisse et acceptable qu'on porte tous les jours pour survivre en société. Mais de l'autre côté, en opposition totale, on trouve l'ombre. Ça, c'est la partie de nous qu'on cache, le fameux placard où on entasse nos peurs et nos colères refoulées. Et le point crucial abordé dans ce PDF, c'est que si on ignore cette ombre, eh bien elle finit par s'installer confortablement au volant et pilote nos comportements de manière totalement invisible. Et ça, c'est super dangereux. Le livre va d'ailleurs encore plus loin dans cette mécanique. On a souvent l'impression qu'une pensée, c'est juste un truc abstrait qui flotte dans l'air. Eh bien non, ce sont de véritables événements physiques, électrochimiques même. Que l'on regarde du côté des anciens Égyptiens avec leur concept du Eka, le pouvoir créateur du verbe, ou qu'on se penche sur les neurosciences d'aujourd'hui, le constat est strictement identique. Chaque pensée que l'on répète émet une vibration qui sculpte littéralement la biologie de notre corps au fil du temps. Ce qui nous amène à la suite logique, l'arc numéro 2, la mémoire. Là, on quitte la surface et on descend excaver les niveaux souterrains. Et dans ces souterrains, on tombe sur le concept hyper puissant des blessures qui voyagent. En fait, les traumatismes historiques ne s'arrêtent pas à une époque donnée, ils traversent les siècles et les générations. Concrètement, des décennies de systèmes d'oppression et de souffrance finissent par modifier l'expression même de nos gènes, ce qu'on appelle l'épigénétique. Du coup, ça dicte nos comportements inconscients actuels. C'est fou quand on y pense. Souvent, nos réactions les plus instinctives ne sont que l'héritage silencieux de ceux qui ont marché avant nous. Tout ça met en lumière un concept clé du PDF, l'anamnèse. C'est un vieux terme grec qui signifie tout simplement l'exact opposé de l'oubli. En s'appuyant sur les idées de Platon, le manuscrit nous explique qu'apprendre de grandes vérités spirituelles, ce n'est pas rajouter de nouvelles informations dans notre cerveau. C'est en réalité l'esprit qui se rappelle d'un savoir primordial que notre âme possède déjà, mais qui était juste enfoui sous des tonnes de conditionnements. Mais attention, cette mémoire ne se limite pas à notre petite personne. L'inconscient collectif, défini par Carl Jung, ce fameux réservoir d'archétypes que nous partageons tous, résonne complètement avec l'idée de la noosphère de Teilhard de Chardin. Imaginez une sorte de gigantesque sphère de pensée qui engloberait toute la planète. La grande leçon du livre ici, c'est que bosser sur soi-même, c'est en fait un acte profondément politique. Guérir ses propres blessures, c'est participer très concrètement à l'évolution de cette conscience humaine globale. Allez, on passe au troisième acte, l'action. C'est là qu'on commence à construire la superstructure. Maintenant qu'on a fait le ménage dans les fondations, il faut maîtriser nos forces primales, à commencer par le désir. Le PDF nous met en garde, un désir qu'on refoule devient vite une cage brûlante. Ça se transforme en obsession, voire en addiction destructrice. Mais à l'inverse, si on reconnaît ce désir et qu'on l'oriente consciemment, ça devient une incroyable force créatrice. C'est exactement ce que Sigmund Freud appelait la sublimation, le fait de transmuter un feu potentiellement ravageur en une formidable énergie sacrée.
Pour que l'édifice tienne debout, il faut aussi complètement repenser la notion de pouvoir. L'auteur le divise en 3 architectures bien distinctes. D'abord, le pouvoir sur les autres, qui est au fond juste de la domination pure, souvent née d'un sentiment d'impuissance. Ensuite, on a le pouvoir avec, basé sur la coopération d'esprits matures. Mais le Graal absolu, c'est le pouvoir depuis. Ça, c'est un rayonnement qui vient de l'intérieur. C'est une puissance tellement bien ancrée qu'elle n'a même pas besoin de crier ou d'écraser qui que ce soit pour exister. Une vraie force tranquille. Et pour consolider tout ça, l'action s'appuie sur 3 piliers. Le premier, c'est la gestion de la peur, ou plus précisément, comment élargir notre fameuse fenêtre de tolérance grâce au courage. Plus on est courageux, plus notre monde s'agrandit. Le deuxième pilier, c'est l'agapé, cet amour inconditionnel qu'on offre gratuitement, sans aucune dépendance. Et enfin, le courage de créer, décrit dans le livre comme l'acte divin par excellence. C'est le moment précis où l'être humain ose laisser une empreinte authentique et vulnérable dans la roche de l'existence. On arrive au dernier volet de notre exploration, la synthèse. C'est le moment de distiller toute cette sagesse en quelque chose de pratique. Alors, pourquoi le chiffre 33 ? Eh bien parce que toute la philosophie de ce document culmine dans une liste assez magistrale de 33 révélations. Concrètement, ce sont 33 changements de paradigme qui ont été pensés pour redéfinir de A à Z notre façon de voir l'existence humaine. Si on doit extraire le jus de ces révélations, il y a quelques pépites incroyables. L'une d'elles affirme que l'inégalité la plus profonde sur Terre n'est pas économique, elle est avant tout psychologique. Le vrai fossé, il est entre ceux qui se connaissent et ceux qui s'ignorent. Le texte insiste aussi sur le fait que notre corps stocke la mémoire exacte de tous les traumatismes que notre esprit refuse d'affronter. Et puis, il y a cette idée fascinante. Le but ultime de l'humanité, ce n'est pas la simple survie biologique, c'est véritablement la transformation. Voici donc dans son ensemble la carte du territoire mental qu'on vient de survoler. L'architecture de l'âme, c'est un sacré chantier. Des fondations de la révélation jusqu'au mur de l'action, chaque pièce compte. Et au final, c'est à chacun de s'approprier ce plan, de s'inspirer des enseignements du PDF et de consolider sa propre superstructure au quotidien. Et pour boucler cette analyse, le livre nous laisse sur une réflexion particulièrement frappante, inspirée du philosophe Martin Heidegger concernant notre propre finitude. Si l'existence devait s'arrêter pile poil dans un an, qu'est-ce qu'on changerait dès demain matin ? L'idée n'est pas de déprimer, au contraire, l'impermanence n'est pas un problème à résoudre. C'est exactement la force qui donne une valeur inestimable à chaque instant. Ça nous ramène direct à l'authenticité de nos choix présents. Voilà, une question bien percutante pour continuer à cogiter de son côté. Sur ce, merci d'avoir suivi cette exploration et on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage.